Il se leva pour se préparer à aller travailler lorsque les informations passèrent à la télévision. Pendant qu'il se brossait les dents, le journal annonça que, dans le quartier de Jangno-Gusul, tous les bureaux de la société d'usuriers illégale Smile Cash avaient été le théâtre d'un meurtre atroce. Cela attira son attention. Et quand il entendit que 3 victimes avaient été décapitées, il laissa tomber sa brosse à dents. En plus de cela, les têtes des victimes avaient été retrouvées enveloppées de rubans rouges. Il pensa immédiatement à John Kazak. Il pâlit en réalisant qu'il avait invoqué un véritable psychopathe meurtrier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me donner de la force. C'est parti. Cette histoire commence lorsqu'un homme encapuchonné s'éloigne en marchant dans une ruelle sombre. 2 types sont assis sur les marches derrière lui. L'un d'eux crache pour le provoquer, mais le crachat atterrit près du pied du gars assis à côté de lui. Ce dernier panique et jure, tandis que l'homme encapuchonné continue de marcher sans se retourner. Cet endroit était le quartier des studios, bruyant et sale jour après jour. Et caché là se trouvait la minuscule maison sur le toit de 180 pieds carrés de cet homme encapuchonné. Il était exaspéré de devoir encore manger des ramens pour le dîner. Son nom est Bang Juyak, 25 ans, sans emploi, et actuellement à jongler entre 3 petits boulots, dans une supérette, un restaurant de barbecue et comme ouvrier journalier. Et ce garçon juste ici est notre personnage principal. Même en travaillant comme un chien, il n'arrivait jamais à économiser de l'argent. Et la raison était simple, les dettes. Une dette qu'il devait rembourser quoi qu'il arrive, peu importe à quel point cela le rendait misérable. Il n'avait aucune compétence particulière. Simplement, il n'était qu'une force de travail. Ainsi, aucun avenir radieux ne l'attendait. Il pensait à sa vie médiocre de ras de fond quand soudain un écran apparut devant lui et indiqua qu'il s'était éveillé. Il se figea en plein milieu d'une bouchée, des nouilles pendant à la bouche. Ses yeux s'écarquillèrent de choc, la sueur coulant sur son visage. La sensation de brûlure se fit sentir et il laissa tomber ses nouilles, les éclaboussant partout, et cria qu'il avait été mort de peur. Il était confus. L'éveil était considéré comme une bénédiction. C'était une chance de décrocher le jackpot et de changer complètement sa vie. C'était encore plus chanceux que de gagner à la loterie. Mais le problème, c'était qu'on ne pouvait en profiter que si on était encore en vie. Entrer dans une tour était extrêmement dangereux. On pouvait se faire déchiqueter par un monstre, mourir gelé ou brûlé dans des climats extrêmes, ou encore être empoisonné. Il y avait aussi la possibilité de tomber dans un piège et de se faire écraser à mort, et ainsi de suite. Même lorsqu'il voyait une injustice, il fermait généralement les yeux. Il évitait les situations dangereuses à tout prix, au point de ne jamais passer sous des chantiers de construction. Il se considérait comme un rat de fond et un moins que rien, et il avait vécu ainsi pendant 25 ans. Et maintenant, on lui disait qu'il s'était éveillé. Naturellement, il doutait de tout cela. Il pensa même qu'il s'était simplement assoupi parce qu'il était fatigué. Il appela la fenêtre de statut, et elle apparut réellement. Elle montrait qu'il était affilié à la Black Tower Korea et qu'il était au niveau 1 avec le trait invocation, et qu'il pouvait invoquer une entité pour le moment. Ses compétences de trait étaient invocation ciblée, invocation aléatoire et renvoi. Et sa compétence commune était d'entrer dans la tour une fois par jour ainsi que son inventaire de tours. En voyant que tout était bien là, il commença à croire que c'était réel. Les éveillés recevaient une capacité appelée « trait ». Les types allaient de l'escrime, la maîtrise de la lance, les arts du bouclier, le tir à l'arc et les arts martiaux. Il y avait aussi la gigantification, le coup lourd, l'invocation, la guérison et bien d'autres encore. Parmi elles, l'invocation impliquait des esprits, des bêtes fantomatiques, des golems, des bêtes démoniaques, etc. Elle était généralement connue comme la capacité de commander des types spécifiques de créatures invoquées. Cela le rendit curieux de savoir quel genre d'invocateur il serait. Maintenant qu'il s'était éveillé, il pensa à lancer une compétence avec un peu de panache. Notre garçon essaya de faire le malin et cria « Invocation !» Rien ne se produisit, alors il tenta maladroitement une invocation aléatoire. Mais il ne se passa rien non plus. Il se souvint que cela ne fonctionnait pas à l'extérieur. Les capacités d'un joueur, y compris les compétences, n'étaient valables qu'à l'intérieur de la tour et ne pouvaient pas se manifester dans le monde extérieur. En dehors de la consultation de la fenêtre de statut du système, un joueur n'était pas différent d'un civil ordinaire lorsqu'il se trouvait hors de la tour. N'importe qui ayant une connexion Internet aurait su qu'il s'était senti idiot. Il croyait donc fermement qu'il n'y avait aucune chance qu'une compétence s'active réellement en dehors d'une tour. De façon inattendue, l'écran afficha l'initialisation de l'invocation aléatoire. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant cela.
Puis une porte lumineuse apparut soudainement et un homme en sortit. Il avait l'air complètement paniqué. Ses yeux étaient grands ouverts. Il transpirait abondamment et avait la bouche ouverte, paniqué, sans comprendre pourquoi cela fonctionnait. De plus, l'invocation était une personne. L'homme répondit qu'il était entièrement humain et lui adressa un salut. Juillac ne pouvait pas concevoir que l'invocation ait réussi alors qu'il n'était pas dans une tour, et qu'il ne s'agissait pas d'une invocation normale comme un esprit ou un golem, mais bien d'un humain. Cet humain sentit quelque chose. Il s'enthousiasma en voyant les ramans et demanda s'il pouvait en prendre une bouchée. Juillac répondit simplement « Bien sûr ». L'homme aux cheveux rouges prit joyeusement les ramans. Derrière lui, Juillac resta figé, regardant la scène avec incrédulité. Il réalisa qu'au lieu de quelque chose de dangereux, il avait invoqué un parasite sans vergogne qui ne faisait que prendre une bouchée. Les nouilles furent aspirées avec vigueur. L'homme aux cheveux rouges transpirait à grosses gouttes à cause du niveau de piquant. Juillac pensa qu'il était une mauviette face aux épices pour trouver que de l'udon doux était épicé. Passant à autre chose, il restait perplexe quant au fait qu'une compétence se soit activée avec succès en dehors de la tour, et qu'il s'agisse en plus d'une invocation humaine. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Il ouvrit la fenêtre de statue, qui lui montra qu'il pouvait invoquer des humains et des demi-humains selon des rangs allant de R grade, rare, SR grade, super rare, SSR grade, super rare, jusqu'à LSSR, légendaire spécial super rare. En outre, une communication fluide était possible entre l'invocateur et l'invoqué dans toutes les situations. C'était la première fois qu'il entendait parler de rareté. Il avait l'impression de tirer des personnages de jeux vidéo ou quelque chose du genre. Puis le système l'informa qu'il était lié par les 3 mandats. Les 3 mandats des invocations étaient: premièrement, l'invocation doit protéger la vie de l'invocateur avant toute autre chose. Deuxièmement, l'invocation doit obéir absolument aux ordres de l'invocateur. Et troisièmement, en cas de conflit entre le premier et le deuxième mandat, le premier mandat prévaut. Il aimait le son de l'obéissance absolue. Cela le rendit alors curieux de savoir qui était exactement l'humain qu'il venait d'invoquer. Les détails s'affichèrent à l'écran. Il était indiqué que l'homme était l'assassin fou de la Guilde Cruelle et que son nom était John Kazak. Son rang était SR, super rare, et il était un assassin humain. Sa limite de manifestation était de 6 heures, sans jauge de satisfaction, et un temps de recharge de 3 heures s'appliquait après le renvoi. En dehors de cela, il était le plus gros casse-tête de la Guilde des Assassins Cruels. En clair, c'était un véritable lunatique. Cependant, son taux de réussite de mission était de 99%. Il avait même réussi à assassiner un mage noir du 5e cercle. Les informations aléatoires affluèrent dans la tête de Juillac, lui causant de la douleur, jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose. Il tombait depuis le néant. Et alors qu'il était sur le point de toucher le sol, il vit un assassin arriver. Il se prépara, mais l'assassin passa simplement à travers lui sans même le remarquer. En voyant la scène devant lui, il comprit ce que c'était. C'était le passé de John. Il décapitait habilement plusieurs hommes, mais Juillac le trouva étrange, car il enveloppait les têtes avec un ruban rouge, comme des cadeaux. C'était peut-être pour cela qu'on l'appelait fou. John jeta un coup d'œil derrière lui. Sa fin avait été le résultat d'un seul échec. Il s'était rendu dans la chambre de la cible de l'assassinat. Mais cette cible était le plus puissant maître d'épée de l'Empire. Avant même qu'il puisse faire quoi que ce soit, son corps avait déjà été tranché en deux, et ce fut son dernier souvenir. À l'instant présent, John se plaça derrière Juillac et lui demanda à quoi il pensait. Cela effraya Juillac. Il recula en trébuchant de surprise, glissa et agita les bras en criant alors qu'il perdait l'équilibre. John n'avait pas voulu lui faire peur. Il voulait simplement lui demander s'il avait des ordres pour lui. Juillac se força à ne pas avoir peur, surtout quand il était clairement indiqué que les invoqués obéissaient absolument aux ordres de l'invocateur. Il prit une profonde inspiration et lui ordonna de débarrasser la casserole de ramen et d'essuyer la table. John exécuta ses ordres sans difficulté. Juillac remarqua qu'il était rapide et qu'il ne s'était plaint de rien. Il réalisa que John faisait absolument tout ce qu'il disait. Il lui demanda alors si des requêtes absurdes étaient exclues. John répondit simplement qu'il obéissait inconditionnellement aux paroles de son invocateur. Il testa cela en lui demandant d'aboyer pour lui. Il voulait qu'il se comporte comme un chien. John s'arrêta d'essuyer la table, ce qui effraya Juillac. Il craignait d'avoir dépassé les limites, surtout que John avait été une véritable force dans sa vie passée, et que son orgueil devait être immense. Il s'inquiéta qu'il perde le contrôle. Mais John se mit à aboyer joyeusement, le laissant sans voix.
Avec une expression stupéfaite, Juillac leva le pouce, confirmant cette obéissance absolue. Soudain, quelqu'un frappa violemment à sa porte. Il savait qu'il était à l'intérieur et exigèrent qu'il ouvre. Il avait oublié que c'était le jour où les intérêts étaient dus. Immédiatement, il ordonna à John de se lever. Apparemment, Juillac avait emprunté 10 millions de wons. Aucune banque n'avait voulu lui prêter, alors, désespéré, il s'était tourné vers des usuriers. Son père avait glissé sur la glace et s'était fracturé la hanche, et il avait besoin d'argent pour l'opération, ainsi que pour les frais universitaires de son petit frère. Il n'avait pas d'autre choix. Il pensait pouvoir rembourser rapidement, mais le capital n'avait pas diminué et il avait déjà payé plus de 5 millions de wons rien qu'en intérêt. Il savait que c'était une décision stupide, mais il n'avait vraiment pas d'autre option. Même s'il pouvait revenir en arrière, il aurait fait le même choix. Ils insistèrent pour le voir afin de vérifier qu'il allait bien. Il tourna brusquement la tête vers John. Celui-ci avait déjà sorti sa dague et était prêt à trancher la tête de l'homme au moindre ordre, mais ce n'était pas l'intention de Juillac. En voyant son comportement, il comprit qu'il provoquerait un désastre. Il lui ordonna de se cacher dans la salle de bain et de ne pas bouger d'un poil, tout en gardant la bouche fermée. John demanda s'il avait au moins le droit de respirer. Juillac fut soulagé de pouvoir lui répondre oui. Dès que Juillac ouvrit la porte d'entrée, une main se posa sur sa nuque. Cet homme à l'allure effrayante confirma qu'il semblait en bonne santé et exprima son inquiétude, disant qu'il avait pensé qu'il était peut-être malade puisque le paiement des intérêts n'était pas arrivé. Juillac n'osa pas bouger et s'excusa simplement d'avoir oublié. Il l'informa ensuite qu'il venait d'effectuer le virement. L'homme lui dit que si c'était trop difficile, il ne devait pas se forcer, et suggéra que s'il était désespéré, il pouvait toujours se faire retirer un organe pour le vendre. Il ajouta que la vie devenait beaucoup plus facile avec un seul rein. L'un des voyous suggéra que ce gamin avait un petit frère. L'homme acquiesça en disant que le frère pouvait aussi travailler, surtout que plus ils étaient jeunes, meilleur était le prix. En entendant cela, le visage de Juillac se durcit. L'homme remarqua son expression et commenta qu'on aurait dit qu'il était prêt à lui donner un coup. En levant les yeux, Juillac afficha un sourire maladroit et lui dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille. L'homme l'avertit de faire attention à lui, à moins qu'il ne veuille mourir sans que personne n'en sache jamais rien. Puis il claqua la porte et partit. Juillac laissa échapper un soupir de soulagement. John sortit de la salle de bain. Il était impressionné qu'il soit resté parfaitement caché et silencieux. John répondit que c'était parce que c'était son ordre. Soudain, Juillac se sentit épuisé. Il avait enchaîné les doubles services au travail, un éveil, une invocation humaine, et pour couronner le tout, la visite des usuriers. Les dettes lui firent envisager de gravir la tour, mais il savait que même si l'argent y était important, il n'y avait aucune chance qu'un lâche comme lui survive à l'ascension de la tour. John demanda ce qu'il devait faire. Il lui demanda s'il y avait quelque chose qu'il voulait faire, et ajouta que s'il voulait qu'il parte, il le renverrait. John demanda s'il pouvait regarder un peu la télévision. Juillac n'avait aucune idée de comment il connaissait la télé et les ramans, mais cela ne le dérangeait pas. Il l'y autorisa, et John prévit de regarder quelques épisodes d'un drama. John regardait la télévision pendant que Juillac allait se coucher. Juillac pensa que, même s'il s'agissait d'un être invoqué, sentir la présence de quelqu'un n'était pas si mal. Et il se sentit même réconforté, lui qui s'était épuisé à force de travailler. Le sommeil finit par l'emporter. Le lendemain, son réveil sonna à 8 heures. Il se leva et vit que John n'était pas là, et pensa donc que l'invocation avait été dissipée. Cela ne l'aurait pas surpris, puisqu'il se souvenait avoir vu la fenêtre du système dans son sommeil. Il se leva pour se préparer à aller travailler lorsque les informations passèrent à la télévision. Pendant qu'il se brossait les dents, le journal annonça que, dans le quartier de Jangno-Gusul, tous les bureaux de la société d'usuriers illégale Smile Cash avaient été le théâtre d'un meurtre atroce. Cela attira son attention. Et quand il entendit que 3 victimes avaient été décapitées, il laissa tomber sa brosse à dents. En plus de cela, les têtes des victimes avaient été retrouvées enveloppées de rubans rouges. Il pensa immédiatement à John Kazak. Il pâlit en réalisant qu'il avait invoqué un véritable psychopathe meurtrier. Le choc causé par le massacre de Smile Cash fit la une des journaux à ce moment-là. Les corps gisaient dans leur propre mare de sang, et il était évident que le doigt d'un des hommes avait été brisé, tandis que leurs têtes étaient exposées comme des cadeaux. En voyant cela, Juillac devint extrêmement anxieux. En regardant à nouveau, il ne pouvait nier que c'était l'œuvre de John. Pendant qu'il travaillait, il vit une tête avec un ruban, celle de l'usurier, posée sur la table à calculer. Cela le choqua. Tout ce qu'il voyait désormais,
C'était ce torse sans tête tenant une tête ornée d'un ruban, et les autres têtes alignées sur les étagères. Cela le fit reculer jusqu'à heurter les étagères derrière lui. Mais ce n'était qu'une hallucination. La cliente lui demanda s'il allait bien. Il s'excusa et la servit immédiatement. Après son service, il réalisa qu'il ne pouvait pas travailler dans cet état. Il décida de faire une pause et de s'éloigner de tous ses petits boulots le lendemain. Il soupira en se demandant si des gens mouraient à cause de lui, chez lui. Il consulta les informations de John. Dans le catalogue, il était étiqueté comme l'assassin fou de la Guilde Cruelle, et son rang était super rare. Son type était assassin humain. Il avait une limite de manifestation de 6 heures, aucune jauge de satisfaction, et un temps de recharge de réinvocation de 3 heures. J-Hawk savait qu'il ne ferait pas de mal à son invocateur, mais cela restait effrayant pour lui. Il tenta de l'invoquer, mais l'écran lui montra autre chose. On lui demandait de laisser une note de satisfaction pour John. Il comprit alors ce que cela signifiait dans le catalogue. Il lui avait dit de regarder la télévision, mais John était allé commettre un meurtre qu'il n'avait même pas ordonné. Il eut donc envie de ne lui donner qu'une étoile pour son insolence. Son agacement se manifesta par l'image d'un doigt d'honneur qu'il avait envie de lui donner. Mais il savait qu'il ne devait pas être aussi cruel, alors il lui attribua 3 étoiles à la place. Comme le travail de sa mère consistait à gérer des contrats de location de purificateurs d'eau, il savait très bien à quel point une mauvaise note de satisfaction pouvait être déchirante. Après cela, John fut invoqué. John le salua avec un sourire et le remercia pour les 3 étoiles. Il promit de travailler encore plus dur. En voyant à quel point il avait l'air innocent, Juak aurait même douté qu'il ait pu tuer des gens. Il lui demanda franchement s'il avait tué les hommes qui étaient entrés chez lui. John admit fièrement qu'il s'en était occupé la nuit précédente. Juak eut un hoquet en confirmant qu'il était bien le coupable. Il fut terrifié en réalisant que l'homme devant lui était un meurtrier. Soudain, son estomac se noua et son cœur se mit à battre à toute vitesse. Il se calma, absolument certain que John ne lui ferait pas de mal. Il lui demanda comment il avait pu faire cela alors qu'il ne connaissait même pas l'emplacement de leur bureau. John révéla qu'il avait placé une marque de poursuite lorsque ces salauds avaient fait irruption chez lui. Juak se demanda si c'était une sorte de compétence. Il lui demanda pourquoi il était allé aussi loin. John répondit qu'il représentait une menace, et qu'il valait mieux s'en débarrasser à l'avance. Juak rétorqua qu'il ne lui avait même pas donné l'ordre. John expliqua alors que c'était à cause de l'article 3 des 3 lois des invocations. Celui-ci stipulait que si la loi 1 et la loi 2 entraient en conflit, la loi 1 avait priorité. En d'autres termes, l'obéissance absolue pouvait être ignorée si l'invocateur se trouvait dans une situation dangereuse. Juak lui demanda s'il désobéirait si l'invocateur lui ordonnait de tuer quelqu'un. John répondit que c'était exact. Juak lui dit qu'il n'y avait pas de menace réelle et suggéra qu'il s'agissait d'un jugement arbitraire. John admit que l'article 3 pouvait être interprété de manière très large. De son point de vue, ces salauds étaient des facteurs de risque qui finiraient inévitablement par menacer la vie de l'invocateur un jour ou l'autre, et c'était donc un jugement tout à fait raisonnable. Juak répliqua que c'était une façon de penser de psychopathe. Il réalisa ce qu'il venait de dire et s'excusa. John n'en prit pas ombrage, car il avait souvent entendu ce genre de mots. Ce n'est pas que Juak ne comprenait pas, mais cela pouvait mener à des situations extrêmement dangereuses. Par exemple, s'il marchait simplement dans la rue avec John et heurtait accidentellement quelqu'un qui ressemblait à un voyou, cette personne pourrait le menacer verbalement en disant quelque chose comme « Tu veux mourir ? Je vais t'arracher les yeux », sans forcément avoir l'intention de passer à l'acte. Mais selon l'interprétation de John, cette personne finirait avec un ruban autour de la tête, sans le corps. Il se retrouvait dans une situation très délicate. John admit qu'il avait eu tort. Il demanda pourquoi Juak s'était soudainement agenouillé. Juak lui expliqua que le meurtre n'était pas fait pour son bien. Au contraire, cela pouvait le plonger dans une situation encore plus compliquée. John répondit que personne ne le saurait. Juak lui demanda de ne plus recommencer, mais John ne pouvait pas le garantir. Juak le força alors à promettre de ne le faire que si un couteau était réellement pointé sur sa gorge. Il ne voulait pas que John agisse sur de simples suppositions. John promit de juger les situations avec discernement. Sa réponse était énergique. Une fois cette conversation terminée, Juak voulut qu'il retourne d'où il venait. Mais John souleva un autre sujet. Il lui demanda s'il n'allait pas gravir la tour. Juak fut pris de court par cette question. Il savait que gravir la tour était une opportunité unique dans une vie, mais il avait peur et c'était trop dangereux. Il pouvait y mourir.
Il lui demanda s'il existait un autre invocateur qui l'avait invoqué comme lui. John répondit que oui, et que cette personne était vraiment forte et courageuse. Juak se sentit honteux. Il réalisa que certains utilisaient leur pouvoir, leur éveil, pour sauver le monde. Il admit qu'il n'avait pas le courage de risquer sa vie. John allait dire quelque chose, mais Juak l'interrompit en disant qu'il était un lâche pathétique. Mais John déclara qu'il était le meilleur des invocateurs. Juak ne s'y attendait pas. John lui expliqua que la plus grande vertu d'un invocateur était de privilégier la sécurité. Le courage était un poison. Un invocateur courageux était dangereux, car on ne saurait jamais quand il mourrait. Et lorsqu'il mourait, les invoqués ne pouvaient plus sortir non plus. John l'assura qu'il ferait tout le sale boulot. Il l'encouragea à continuer à jouer la carte de la prudence et à vivre jusqu'à un âge avancé. Cette nuit-là, Juak dormit d'un sommeil agité, se demandant s'il devait gravir la tour ou non. Il conclut que l'ascension de la tour n'était pas faite pour lui. Il voulait simplement vivre en étant reconnaissant que sa dette ait disparu en même temps que les usuriers. Il prévoyait de continuer un travail sûr et ordinaire, et pensait que s'il vivait ainsi avec diligence, tout finirait par s'arranger. Soudain, son téléphone sonna. C'était son père. Il lui demanda s'il faisait sérieusement sa rééducation. Il l'informa qu'il devait être transféré dans un hôpital plus grand et que sa mère allait être licenciée. Son père lui dit de ne pas trop s'inquiéter et qu'il appelait seulement parce qu'il n'avait pas eu de nouvelles de lui. Il ajouta qu'il prendrait du temps pour lui rendre visite la prochaine fois et qu'ils mangeraient ensemble. Il lui dit aussi de ne pas trop se surmener. L'appel se termina. Juste après cela, Juak enfila l'équipement complet de sécurité. Il se dit qu'il allait simplement jeter un coup d'œil au premier étage et ressortir aussitôt, et que si c'était dangereux, il pourrait quitter immédiatement. Le timing était parfait puisqu'il avait pris congé de tous ses petits boulots. Il était sur le point de procéder à l'invocation, mais il se rappela qu'il n'était pas obligé de s'en tenir au fou qu'était John. Il envisagea d'invoquer autre chose, peut-être qu'un rang légendaire spécial super rare apparaîtrait. Mais l'invocation aléatoire n'était pas disponible. Elle était en temps de recharge, et il restait encore 28 jours, 11 heures, 8 minutes et 37 secondes. Il ne savait pas qu'il y avait un temps de recharge, et qu'il durait un mois entier. Il n'avait donc pas d'autre choix que d'invoquer John. Il se demanda si John savait qu'il avait essayé d'invoquer quelqu'un d'autre. Il n'osait pas le regarder dans les yeux. Il informa John qu'ils allaient entrer dans la tour. La première réaction de John fut de dire qu'il était courageux, mais il lui dit aussitôt d'annuler et de ne pas être courageux. Juak l'assura qu'il comptait seulement y goûter et ressortir. John lui dit de se débarrasser de ses équipements grossiers et déclara qu'il deviendrait son outil et son chien de chasse. Il prévoyait de tout faire une fois à l'intérieur de la tour et assura à Juak qu'il n'aurait pas à lever le petit doigt. On lui demanda s'il souhaitait entrer dans la tour noire de Corée. L'étage actuellement accessible était le premier étage. Il confirma leur entrée et eut l'impression de tomber. Il cria à plein poumon tandis que John s'agrippait à ses vêtements. Tout changea soudainement. Juak fut aspiré dans un espace numérique lumineux, son corps chutant tandis que des flux de lumière et de chiffres défilaient autour de lui. Juak haleta de peur. Son visage devint livide, ses yeux se fermèrent sous l'effet de la panique alors qu'il était entraîné à travers cet espace brillant. John s'accrocha à lui, le tenant fermement pendant qu'ils étaient aspirés ensemble vers le bas, et ils atteignirent finalement le sol sans encombre. Il vit alors que le premier étage était entièrement un terrain désolé. Soudain, il se sentit mal et vomit sur le côté. John lui demanda s'il allait bien et lui dit qu'il s'y habituerait bientôt. Après cela, John prit la tête et ils quittèrent la zone de sécurité. Le système améliora les capacités physiques de Juak en fonction de son niveau. Les caractéristiques et les compétences de combat étaient désormais utilisables. Il comprit alors ce que cela faisait d'être un joueur. Même s'il n'était qu'au niveau 1, il se sentait assez fort. La mission du premier étage consistait à vaincre 5 larves grâce à peau dure en moins de 2 heures. Actuellement, ils en étaient à 0 sur 5, et il échouerait en cas de mort ou d'abandon de la mission. John les aperçut devant eux. Juak savait que le premier étage servait à tester les capacités des joueurs. La larve grasse à peau dure était comparable à un mannequin d'entraînement. Sa puissance d'attaque était presque inexistante, mais on disait que sa peau était très résistante, ce qui la rendait difficile à tuer rapidement. Les autres joueurs parvenaient au mieux à en capturer une en environ 30 minutes, et maintenant, lui aussi était un joueur. Il était déterminé à essayer d'en attraper une. John lui demanda s'il était vraiment nécessaire de souffrir inutilement. Juak s'approcha de l'une d'elles, puis se rendit compte qu'il lui fallait une arme. Il se tourna pour en emprunter une à John,
Mais les larves grasses à peau dure s'étaient déjà relevées et se dressaient devant lui. Il pâlit et se retourna vers elle. Il demanda de l'aide à John. John confirma que c'était une décision sage. John se précipita vers la créature et, en un seul coup, sa tête explosa. Il chargea ensuite les autres en disant à Juak de rester en arrière. Des dagues dans les mains, il avait l'air exalté. Il lança ses dagues et toucha plusieurs larves grasses à peau dure simultanément. Puis il activa une explosion de lames, et toutes celles qui avaient été transpercées explosèrent. Juak était stupéfait. C'était une élimination instantanée. Ainsi, il réussit la mission du premier étage, et la récompense fut de 100 pierres magiques. Il reçut également un rang de réussite S+, pour le premier étage de la Tour Noire de Corée. Cela lui valut un badge de platine. Il était aux anges en réalisant que c'était beaucoup trop facile. Il s'imagina devenir riche rapidement, sans savoir encore ce qui allait suivre. Dans certaines régions de Corée, les écrans des gens s'allumèrent. Certains étaient en train de s'entraîner, d'autres se trouvaient dans un club. Le même avis apparut pour tous les joueurs de Corée du Sud. Il pouvait désormais défier le deuxième étage. Il fut transporté hors de la Tour Noire de Corée. Il comprit alors qu'on était renvoyé immédiatement après avoir terminé un étage. Cela le rendait toujours malade. Il vérifia l'heure et vit que cela n'avait pris que 5 minutes. John le félicita pour son bon travail. Il répondit qu'il n'avait rien fait d'autre que rester immobile, et John confirma que c'était exactement la bonne chose à faire. Juak entendit que les autres terminaient à peine, complètement épuisés à force de frapper les larves à mort, mais pour lui, c'était trop simple. Il examina la pierre magique qu'il avait obtenue. C'était la première fois qu'il en voyait une vraie. La pierre magique était une ressource importante et indispensable dans l'industrie actuelle. Son prix avait beaucoup baissé par rapport au début de l'apparition des tours. Désormais, elle valait environ 50 000 wons pour 100 G. 20 ans s'étaient écoulés depuis que les tours noires étaient apparus dans les pays du monde entier. La plupart des gens ordinaires connaissaient les bases concernant les tours, mais un badge de platine était quelque chose dont ils n'avaient jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, il était surexcité d'avoir gagné 50 000 wons en seulement 3 minutes. John alla regarder un drama. Ju commanda de la nourriture et invita John à manger. John sentit l'odeur des plats. Il demanda si c'était du jokbal épicé. Ju lui répondit qu'il avait commandé du jokbal normal parce qu'il avait dit qu'il ne supportait pas la nourriture épicée, mais John sentait quelque chose de piquant. Ju réalisa alors qu'il n'avait absolument aucune tolérance au piquant. John mangea joyeusement et le remercia pour sa générosité. Juhyuk se demanda si c'était sa façon habituelle de parler. John lui demanda ce qu'il voulait dire, et il expliqua qu'il raccourcissait les terminaisons avec « sumda » et « imda ». Il expliqua que c'était parce qu'il avait fréquenté longtemps son précédent invocateur. Ju comprit que c'était un peu comme l'influence d'un ex-petit ami. Dans leur cas, ce serait l'influence d'un ex-invocateur. John lui dit que si cela le mettait mal à l'aise, il corrigerait sa façon de parler. Ju répondit que c'était amusant de l'entendre ainsi. Juak était désormais certain que la tour n'était pas dangereuse. Ou plutôt, qu'elle était faisable. Le lendemain matin, il publia sa routine quotidienne de Mal Alpha. C'était son emploi du temps. Il travaillait dans une supérette le jour et dans un restaurant de grillades au charbon le soir. Il décida de ne plus faire le travail journalier à temps partiel qu'il faisait entre les deux. À la place, il rentrerait chez lui et nettoierait les étages de la tour avec John. Ce jour-là, il invoqua de nouveaux John, qui reçut une nouvelle note de 5 étoiles. Juak admit que s'il pouvait donner 10 points, il le ferait. John était heureux de voir qu'il était satisfait. Il demanda si la note de satisfaction était importante. John expliqua que plus la note était élevée, plus les avantages augmentaient, comme le temps de manifestation, l'augmentation de rang et, bien sûr, les chances d'être invoqués. Ils entrèrent au deuxième étage de la Tour Noire. La mission du deuxième étage consistait à vaincre 10 larves grâce à l'esprit vif. La limite de temps était de 2 heures, et son statut actuel était de 0 sur 10. S'il mourait ou abandonnait, il échouait. Il se rendit compte que les larves du deuxième étage étaient plus délicates, car elles se déplaçaient partout et étaient plus rapides qu'il ne l'avait imaginé. Il demanda ce qu'il devait faire au deuxième étage. John lui répondit qu'il n'y aurait même pas le temps d'en parler, car tout serait terminé en 3 minutes. Il lui dit qu'il finirait rapidement et le raccompagnerait chez lui. Juak suggéra qu'il mange du poulet et boive quelques bières en rentrant. John le remercia pour cela, puis alla découper les larves grasses rapides. Juak trouva cela complètement fou.
Il termina la mission du deuxième étage et monta de niveau. La récompense était une pierre magique de 200 G. Il fut informé qu'il avait obtenu un rang de réussite S++ pour le deuxième étage de la Tour Noire de Corée. Il reçut un badge de platine. Obtenir encore un rang S+, le fit se demander si c'était vraiment autorisé d'être aussi facile. Tout allait trop vite, et il pouvait même entrer et sortir avant d'aller à son travail à temps partiel du matin. Le jour suivant, ils passèrent à la mission du troisième étage, qui consistait à vaincre 10 larves grasses glaciales. John lui dit que sa réception à l'atterrissage s'était améliorée, et en quelques minutes, ils réussirent la mission du troisième étage. Sa récompense fut une pierre magique de 300 grammes, et une fois de plus, il obtint un rang de réussite S+, pour le troisième étage de la Tour Noire de Corée. Il reçut un autre badge de platine, et le même succès se reproduisit au quatrième étage. Puis encore au cinquième étage. Il avait collecté 5 badges de platine de rang S+, ce qui lui donnait droit à un avantage spécial. Cet avantage spécial était une amélioration du trait d'éveil. Grâce à cet effet, le nombre d'invocations simultanées passait à 2. L'écran de statut indiquait que Juak était désormais niveau 6 et qu'il pouvait invoquer 2 entités en même temps. Son catalogue était vide. Ses compétences de trait étaient invocation ciblée, invocation aléatoire et libération d'invocation. Ses compétences générales étaient l'entrée dans la tour une fois par jour et l'inventaire exclusif de la tour. Il n'avait aucune compétence de combat. Cela signifiait qu'il pouvait garder une personne de plus à ses côtés. Quand John, à lui seul, écrasait déjà tout sur son passage, il réalisa qu'une récompense de réussite S+, était incroyablement puissante. Cela pouvait devenir une bataille sur le long terme, et il serait bien plus en sécurité. Il lui restait 20 jours avant de pouvoir réutiliser l'invocation aléatoire. Il décida d'attendre jusque-là. Ainsi, après 20 jours, ils pourraient y aller tous les 3 ensemble. Pendant qu'ils profitaient du trajet gratuit, les 2 autres pourraient continuer à percer les étages. Et le lendemain serait une nouvelle ascension vers le 6e étage. Le lendemain, à Anamon-Soul, en République de Corée, à l'administration de gestion des éveillés. On aurait dit que les 2 hommes assis sur le canapé attendaient quelque chose. L'un d'eux se demandait si cela apparaîtrait le matin, le soir ou peut-être tard dans la nuit. La femme en costume s'approcha et lui demanda s'il attendait l'annonce. Il fut surpris, rougit et lui dit d'arrêter de lire les gens comme ça. Cet homme s'appelait Jiang Guanjil, chef d'équipe de l'administration de gestion des éveillés, et la femme était Li Min, directrice adjointe de la même administration. Il lui demanda si une nouvelle annonce était tombée. Elle répondit que oui, et précisa qu'il s'agissait d'une réussite de rang S+, au 6e étage de la Tour Noire de Corée. Ces derniers temps, les annonces mondiales de la Tour Noire retentissaient sans arrêt, et chacune contenait des nouvelles de réussite de rang S+. Guanjil pouvait dire avec certitude qu'il s'agissait d'une seule et même personne. Les étages 1 à 5 avaient été nettoyés dans l'ordre. Il pensa donc sans aucun doute qu'il s'agissait du détenteur d'un talent écrasant et sans précédent. Et si chaque étage était nettoyé avec un rang S+, sa pensée fut interrompue lorsque quelqu'un frappa violemment la table. C'était Park Gayong-gu, le directeur de l'administration de gestion des éveillés. Il déclara que le plus haut rang en Corée était le rang A. Il ne savait même pas que des rangs supérieurs existaient, ni qu'un nettoyage S+ déclenchait une annonce mondiale. À cette époque, dans la société internationale, la naturalisation des joueurs était monnaie courante. Il y avait même des enlèvements secrets dans l'ombre. Ainsi, avant qu'un autre pays ne s'en empare, il devait trouver ce joueur immédiatement. Il leur ordonna de surveiller de près tous les joueurs nouvellement enregistrés. 2 jours plus tard, l'objectif de Juyak était le 8e étage. Il était heureux de nettoyer un étage par jour sans le moindre problème. Jusqu'au 10e étage, c'était essentiellement une zone pour débutants, donc tout se déroulait sans accroc. L'étage était un marécage et leur mission consistait à vaincre 10 guerriers grenouilles aux épines rouges. Les guerriers grenouilles attaquèrent. John sortit sa dague et, en un rien de temps, il trancha continuellement ses guerriers. Le système notifia Juyak de la réussite de la mission du 8e étage. Sa récompense était une pierre magique de 800 grammes et 5 potions de soins exclusives à la tour. Il avait obtenu un rang S+, pour la Tour Noire de Corée. Un badge de platine du 8e étage lui fut également attribué. John le félicita pour son excellent travail, mais Juyak n'avait encore une fois rien fait. John lui dit que le plus difficile était simplement d'entrer dans la tour. Il ajouta que grâce à lui, ils avaient pu grimper facilement. John lui rappela cependant de ne pas baisser sa garde, car après les étages supérieurs au 10e, ce ne serait plus aussi simple. C'était encore un nettoyage en 3 minutes, alors il pensa lui faire un cadeau.
Il lui donna de l'argent de poche et lui dit de sortir, de s'amuser et de manger quelque chose, puisqu'il lui restait encore beaucoup de temps de manifestation. Mais il lui rappela de ne pas causer de problème. John refusa, ce qui le laissa perplexe. John expliqua qu'il ne pouvait pas quitter son côté, alors il se contenterait de regarder la télévision à la maison. Il réalisa que l'obéissance absolue s'appliquait aussi à ce genre de choses. Il proposa alors de commander du poulet, ce qui rendit John enthousiaste. John passa l'appel et commanda quelque chose de bon. Définitivement pas épicé. Pendant ce temps, Jus décida de vérifier les récompenses. Il y avait une nouvelle récompense, des potions de soins exclusives à la tour. Il les mit de côté pour John. Il posa les pierres sur la table et se demanda quoi en faire. Il avait déjà 3,6 kg dans son inventaire. S'il les vendait, cela ferait environ 1,8 million de wons. Il estima qu'il était temps de réfléchir à encaisser. Finalement, le 10e jour d'ascension de la tour noire arriva. Cela signifiait qu'ils approchaient du 10e étage. Jus venait de rentrer de son travail à temps partiel. En se changeant, il repensa au fait qu'au départ, il voulait juste tremper un orteil dans la tour, mais qu'il avait gravi un étage par jour sans jamais faillir. Le 9e étage d'hier, avec la fleur cadavre mangeuse d'hommes de la jungle, avait aussi été facile. Il s'attendait à réussir les missions, mais les récompenses de rang S+, étaient un bonus incroyable. Il se sentait tellement rassuré qu'il en avait presque oublié que John était un assassin fou qui avait tué 3 personnes. Il l'invoqua et lui donna encore 5 points. Grâce à l'accumulation continue des meilleures notes, le temps de manifestation de John augmenta d'1 heure. En voyant cela, Juak jugea qu'il valait la peine de donner la note maximale. John forma un énorme cœur avec ses bras et le remercia. Il pouvait maintenant le soutenir pendant 1 heure de plus. Ils entrèrent dans la tour noire de Corée. Les capacités physiques furent renforcées pour correspondre à son niveau et à son trait, et les compétences de combat furent rendues disponibles. Aux alentours du 10e étage, il le ressentit vraiment. C'était dû au recalibrage des capacités physiques à l'intérieur de la tour. Il débordait de force, et une mana mystérieuse s'agitait dans le bas de son abdomen. Cela lui donna l'impression d'être devenu un cheval sauvage indomptable. Se voyant ainsi, il dit avec confiance à John qu'il allait aider lui aussi. John ne voulait pas. S'il ne serait ce qu'égratigné, John lui écraserait la tête contre le sol. Mais Juak insista, puisqu'il était déjà un cheval sauvage. John tenta de le convaincre en disant que ses encouragements et ses compliments étaient largement suffisants. Juak continuait de dire qu'il voulait se battre à ses côtés, mais en tournant la tête, il vit un œil gigantesque. C'était un énorme insecte. Il prit peur. Il se demanda comment les autres joueurs arrivaient à le tuer. Il marmonna qu'envoyer 2 personnes pour tuer un simple insecte portait atteinte à la fierté humaine. John n'avait aucune idée de ce qu'il racontait soudainement et précisa qu'il n'y avait rien de honteux là-dedans, mais Juak affirma que cela blessait énormément sa fierté. En voyant à quel point le boss du 10e étage était terrifiant, il laissa finalement John se battre. La grande menthe religieuse attaqua John. John sauta et courut le long de son corps. Il avait l'air sérieux et, avec des mouvements rapides, il commença à découper son corps en morceaux. Ainsi, ils réussirent la mission du 10e étage. La récompense était d'1 kilogramme de pierre magique. Une fois de plus, il obtint une réussite de rang S+, et reçut un badge de platine. John s'approcha de lui et lui dit que la mission était terminée. Cela leur donnait accès aux 11 étages. Ils furent téléportés hors de la tour noire. Maintenant qu'il avait reçu 1 kilogramme de pierre magique, il en possédait un total de 5,5 kg. Et comme il avait déjà obtenu un avantage spécial avec 5 badges de platine, comme prévu, lorsqu'il en obtint 10, il reçut un nouvel avantage. Il l'attendait avec impatience. Son nouvel avantage consistait à copier une compétence possédée par une entité invoquée. La liste comprenait explosion de l'âme, brise-choc, embuscade ville, dague empoisonnée, pas de l'ombre, perturbation, furtivité, invisibilité, polymorphie. John le remarqua et suggéra sans hésiter que ce devait être le pas de l'ombre. Au début, Juak ne comprit pas de quoi il parlait. John précisa alors que pour la copie de compétences, il n'avait même pas besoin d'hésiter, il devait apprendre le pas de l'ombre. Juak demanda la raison, et John lui répondit que c'était pratique pour fuir. Si jamais quelque chose lui arrivait, Juak pourrait se déplacer rapidement et silencieusement. Juak se sentit offensé que John lui suggère de fuir. Il se demanda s'il ressemblait à quelqu'un qui abandonnerait tout le monde juste pour survivre seul. Il choisit le pas de l'ombre.
Il admit que le jeu de jambes rapides était réellement extrêmement important en combat. Il pensa au dicton selon lequel le jeu de jambes est la vie d'un combat. Il se demanda si cela fonctionnait aussi dans le monde réel. Il l'essaya donc devant sa maison, mais cela ne marcha pas. Il se plaignit de cette incohérence, puisque l'invocation fonctionnait, mais pas la compétence. Le lendemain, c'était le 11e jour d'ascension de la tour. Il appela le centre d'appel de l'administration de gestion des éveillés. Il déclara qu'il s'était éveillé. On le félicita et on l'informa qu'un agent du gouvernement se rendrait chez lui pour lui apporter du soutien. Avant même qu'il ne donne son adresse, ils confirmèrent qu'ils arriveraient sous peu. Après que ce citoyen ordinaire eut contacté l'administration des éveillés pour vendre des pierres magiques, il se sentit épuisé. C'était la décision la plus courageuse de ses 25 années de vie. Pendant ce temps, le personnel de l'administration des éveillés se trouvait déjà à l'extérieur. La directrice l'y monta dans la voiture avec Gouangil. Gouangil lui demanda des nouvelles de l'éveillé qui les avait contactés depuis début la veille. Elle répondit qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait du détenteur du record S+. Gouangil commença à se demander si cette personne existait réellement. Elle l'informa qu'une autre demande d'éveil venait d'arriver et lui demanda s'il viendrait aussi. Il répondit oui, puisqu'il devait se démener tant qu'il le pouvait. Si c'était la personne qu'il recherchait, il comptait l'intégrer à leur équipe d'élite, même s'il devait offrir les meilleurs avantages que l'administration pouvait proposer. Pendant ce temps, Juak nettoyait sa maison. Le personnel de l'administration de gestion des éveillés arriva comme prévu. Il ouvrit la porte et les invita à entrer. Le chef d'équipe Zhang Guangjil se présenta et présenta la directrice adjointe Limina. Il lui dit qu'elle était aussi une joueuse, et que Juak pouvait donc lui poser librement des questions. Le fait qu'une femme soit venue le rendit encore plus nerveux. Elle s'approcha trop près de lui, ce qui le fit rougir, et elle sut immédiatement que c'était lui. Juak paniqua et cria, levant les bras par réflexe sous le choc. Puis les paroles de la femme lui revinrent à l'esprit. Il se demanda s'il existait une méthode d'identification des éveillés qu'il ne connaissait pas. Il décida de nier pour l'instant et d'agir naturellement. Mais ses actions le trahirent. Il était raide comme un robot lorsqu'il répondit qu'il en avait entendu parler, mais que ce n'était pas lui. Son comportement correspondait parfaitement à celui de quelqu'un qui mentait, et cela n'échappa pas à ses yeux. Gouangil tenta de la frapper en lui disant de ne pas sonder les gens. Elle esquiva sa main et répondit qu'elle ferait attention. Il s'excusa ensuite auprès de Juak pour son impolitesse. Juak supposa qu'elle ne faisait que le tester. Un personnage chibi mignon apparut. C'était une petite tour noire avec des ailes, tenant une baguette étoilée et prenant une pose espiègle, se présentant comme Tabi, la mascotte de la tour noire de Corée. Elle expliqua la tour, d'un noir absolu, d'apparence sinistre, d'une taille écrasante qui ne pouvait même pas être comparée au plus haut bâtiment de la Terre. Elle était apparue partout dans le monde du jour au lendemain, il y a 20 ans. Chaque pays avait réagi en déployant soldats et scientifiques, mais personne ne pouvait s'en approcher. Il était physiquement impossible d'y accéder, comme si une barrière invisible la bloquait. La question de ce qu'elle était exactement trouva sa réponse lorsque les joueurs apparurent. La tour avait une structure semblable à un jeu, où les joueurs la gravissaient étage par étage. À l'extérieur de la tour, les joueurs n'étaient que des gens ordinaires, mais à l'intérieur, ils pouvaient manier de puissantes capacités et compétences. Ils amélioraient leur équipement grâce aux diverses récompenses obtenues dans la tour et contribuaient fortement à l'économie mondiale. Que se passait-il si la tour n'était pas gravie? En résumé, si les nouveaux étages supérieurs n'étaient pas mis à jour dans un délai de 6 mois, un compte à rebours commençait, et la tour finissait par s'effondrer. Il y a 3 ans, c'est ainsi que la ville de Mumbai, en Inde, disparut. On savait que chaque pays possédait entre 1 et 3 tours noires, et que la Corée en avait une. Elle se trouvait profondément enfouie dans les montagnes de la province de Gangwon. Le nombre de joueurs était estimé entre 0,01% et 0,02% de la population, soit environ 5 000 à 10 000 personnes. Ce n'était pas énorme. Malgré cela, la progression de la tour noire de Corée se déroulait bien. Avec le 65 étages nettoyés, elle détenait le 2e meilleur record après les États-Unis, qui avaient atteint le 66 étages. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter, car leur société possédait des héros appelés joueurs. Tout comme l'humanité avait autrefois exploré de nouveaux continents, l'humanité d'aujourd'hui explorait et comprenait la tour noire. Les éveillés représentaient l'espoir de cette ère. Ainsi, on encourageait les gens à s'inscrire comme joueurs officiels, car eux aussi pourraient devenir des héros. Cela concluait le visionnage obligatoire. À présent, Gouangil devait procéder à quelques vérifications.
Il lui demanda s'il était réellement éveillé. Juak répondit que oui et expliqua qu'il était entré dans la tour et avait effectué quelques nettoyages. Il leur montra les pierres magiques. On lui demanda ensuite jusqu'à quel étage il était allé, et il répondit, le 10e. Guanjil et Mina échangèrent un regard discret, car c'était précisément l'étage du record de rang S+. Elle commença alors à le soupçonner. Elle lui demanda s'il avait entendu parler du récent incident appelé « l'annonce mondiale ». Il tenta d'agir naturellement en répondant qu'il en avait entendu parler aussi, mais qu'il ne savait pas qui c'était. Il ajouta que cela devait être un joueur incroyable. Face à son jeu d'acteur rigide, Guanjil lui dit qu'il n'avait pas besoin d'être nerveux, mais il se demandait s'il ne s'agissait pas simplement d'un excès de nervosité. Leurs soupçons commencèrent à grandir. Ils passèrent ensuite au terme du contrat. Le gouvernement gérait les joueurs en les divisant en 2 groupes. Le premier groupe était l'équipe d'ascension d'élite, et le second était l'équipe d'ascension générale. L'équipe générale planifiait et agissait selon son propre emploi du temps, un peu comme des freelances. En revanche, l'équipe d'élite entretenait une relation bien plus étroite avec l'administration de gestion des éveillés du gouvernement. Il y avait des obligations liées au raid des étages élevés, mais en contrepartie, ils pouvaient recevoir diverses formes de soutien et d'avantages. L'un d'eux était la protection personnelle en dehors de la tour, car les joueurs n'étaient que des gens ordinaires hors de la tour. De plus, s'il appartenait à l'équipe d'élite, il recevrait un salaire annuel de base. Juyak imagina ce qui se passerait si l'on révélait qu'il était le détenteur du record S+. Les médias afflueraient vers lui et l'interrogeraient sur le fait d'être un solitaire vivant à Annam-dong, un quartier aisé du district. Il préférait mourir plutôt que de subir ce genre d'attention. Guanjil l'informa que s'il postulait à l'équipe d'élite, il devrait enregistrer ses raids à l'aide de la caméra corporelle qu'il fournissait. Mais à leur grande surprise, Juak ne souhaitait pas postuler pour l'équipe d'élite. Il était déjà satisfait de l'équipe générale. Guanjil ne comprenait pas, puisque les conditions étaient meilleures. Juak répondit qu'il n'avait pas de talent et qu'il avait peur. S'arrêter à un étage raisonnable et obtenir des récompenses raisonnables lui suffisait. Guanjil l'encouragea à y réfléchir calmement, mais Juak resta ferme. Sa décision était prise. Mina soupira, pensant que c'était encore un échec cette fois aussi. Il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient à un certain point et farmaient en toute sécurité. Mais c'était la première fois que quelqu'un le disait aussi franchement pendant l'évaluation. Ce genre de lâche était inapte. Même s'il postulait pour l'équipe d'élite, c'était le type de personne qui ne devait jamais être accepté. La vertu la plus importante de l'équipe d'élite était la volonté de grimper. Ils respectèrent sa décision. Puis Guanjil lui demanda d'entrer dans la tour, car c'était la dernière procédure nécessaire pour confirmer son éveil. Et comme ce serait dommage de perdre son entrée quotidienne, il lui suggéra de faire un peu de nettoyage pendant qu'il y était. Juyak sentit qu'il le sondait subtilement, essayant de confirmer s'il avait réellement atteint le rang S+ jusqu'au bout. Il accepta de nettoyer pendant qu'il y serait, mais les avertit qu'il utilisait habituellement toute la limite de temps, ce qui pourrait prendre près de 2 heures. Cela ne posa aucun problème à ces deux-là, puisque c'était leur travail. Min l'encouragea à prendre son temps et à ne pas se sentir sous pression. Il se prépara. Avant de partir, il leur dit de regarder la télévision et de prendre des boissons dans le réfrigérateur, car cela pourrait prendre un moment. Puis il partit. Après l'avoir vu disparaître, Guanjil confirma qu'il était bel et bien éveillé. Il demanda à Min ce qu'elle en pensait. Elle ne put pas commenter son talent, mais elle remarqua à quel point il était extrêmement timide. Son discours et ses actions étaient complètement soumis, si bien qu'elle s'attendait à ce qu'il abandonne aux 11 étages. Il lui demanda pourquoi. Elle avait déjà expérimenté le 11 étage, et celui-ci mettait à l'épreuve la peur des joueurs. Il demanda s'il s'agissait du mille-pattes des tunnels à longue queue. Ce n'était pas un monstre difficile, mais le joueur devait en tuer 100 avec cette apparence répugnante. Et elle pensait qu'une personne craintive ne pourrait pas faire cela. Elle était certaine qu'il retournerait dans la zone sûre et abandonnerait la mission. Guanjil savait que ses prédictions s'étaient révélées justes jusqu'à présent. Il prévoyait déjà d'appeler le directeur, car cela semblait être un nouvel échec. Pendant ce temps, dans la tour, Juak invoqua John. John le remercia de l'avoir invoqué. La mission du 11 étage consistait à vaincre 100 000 pattes des tunnels à longue queue dans un délai de 3 heures. L'état actuel était de 0 sur 100, et la mort ou l'abandon entraînait l'échec de la mission. J'eus ressenti du dégoût à la vue des 1000 pattes, et en plus il y en avait 100. John lui dit qu'il s'en occuperait rapidement, en 5 minutes environ. Mais Juyak voulait qu'il chasse le plus lentement possible, pendant plus d'1 heure, afin qu'aucun record S+ ne soit établi.
Il expliqua qu'il y avait des regards à l'extérieur et qu'il renverrait également l'invocation à l'intérieur de la tour. John répondit qu'il comprenait son intention. Il savait que le simple fait d'entrer suffisait, et pourtant Ju insistait pour nettoyer aussi. Il avait tout planifié pour que son record soit chaotique et qu'il puisse échapper au filet des détenteurs de record S+. John commença à tuer les 1000 pattes, mais Ju trouva que cela allait trop vite et lui ordonna de ralentir. La vitesse de chasse diminua considérablement, et Ju pensa qu'à ce rythme tout irait bien. Soudain, un 1000 pattes surgit à ses pieds, ce qui le fit perdre l'équilibre. Ils se mirent à l'assaillir, et il dut utiliser une compétence pour fuir, mais son corps ne répondit pas. John paniqua en le voyant, se précipita vers lui et élimina les 1000 pattes autour de lui. Il était furieux qu'ils osent attaquer l'invocateur. Il les tua simultanément, mais Ju réalisa que cela allait encore trop vite. Il lui ordonna de ralentir. Il lui ordonna d'aller aussi lentement que possible, mais John refusa, car il donnait la priorité à sa vie. Juak ne voulait pas qu'il fasse autant d'efforts. Soudain, le système notifia que l'étage avait été nettoyé avec un rang S+, et qu'un badge de platine avait été attribué. Il avait désormais accès aux 12 étages. Il afficha une expression neutre et impassible lorsqu'il fut transporté hors de la tour. 5 minutes s'étaient écoulées. Min s'attendait à ce que ce soit le moment où il abandonnerait et sortirait. Mais à leur grande surprise, l'annonce apparut. Elle indiquait que la tour noire de Corée, 11 étages, avait été nettoyée avec un rang S+, puis Juyak apparut. Les deux n'en croyaient pas leurs yeux. Guanji lui demanda ce qui n'allait pas. Elle murmura qu'au moment exact où Ju était apparu, l'annonce du rang S+, pour le 11 étage était apparue. Mais quelque chose n'allait pas. Leur garçon avait l'air sérieux. Soudain, Juak murmura pour lui-même qu'il ne voulait pas aller aussi loin. Avec son invocation derrière lui, Juak déclara « Vous deux devrez être réduits au silence ». Il ordonna à John de les ligoter immédiatement, mais John leur trancha la tête à la place. Cela fit hurler Ju. Terrifié, il lui demanda qui lui avait dit de leur couper la tête. Les têtes enveloppées de rubans l'appelaient, et il n'arrêtait pas de s'excuser, mais ce n'était qu'une hallucination. En réalité, ils étaient simplement assis face à face, et Ju se mit soudain à transpirer froidement. Il réalisa qu'il avait inconsciemment eu un délire. Il se ressaisit. Guanjil déclara de nouveau que leur équipe d'élite avait absolument besoin d'un talent comme le sien. Juak força un sourire maladroit. Il transpirait, était clairement nerveux, parlait vite en essayant d'expliquer les choses et de faire passer cela pour un simple malentendu. Il suggéra que cela avait simplement coïncidé avec un autre joueur nettoyant le 11 étage. Guanjil répondit que le timing était bien trop parfait pour cela. Juak insista que ce n'était qu'une coïncidence et nia que ce soit lui. Guanjil lui demanda encore une fois si ce n'était vraiment pas lui, et il répondit que oui. Guanjil abandonna et lui dit que, puisque l'éveil avait été confirmé, il préparait le contrat. Mais à sa grande surprise, Juak reçut un contrat d'élite alors qu'il avait clairement demandé un contrat général. Guanjil se vanta que c'était, pour ainsi dire, d'une dimension totalement différente des cas habituels. C'était le seul contrat de ce genre dans l'industrie. Comme il s'agissait d'un contrat ultra-élite, il stipulait un salaire annuel de 12 milliards de wons, plus un bien immobilier fourni, un protocole VVIP et une sécurité renforcée. En plus de cela, un privilège d'immunité. À ce stade, le joueur était presque au-dessus des lois. Juak réalisa que c'était pratiquement un statut de noblesse. On lui expliqua qu'actuellement, cet avantage n'était accordé qu'aux joueurs classés numéro 1 en Corée, Yukolin. Il l'exhorta à jeter un œil au contrat pour constater qu'il incluait absolument tous les avantages que la nation pouvait offrir. Mais Juak répondit non. Il affirma fermement que si ce n'était pas un contrat général, alors il ne serait pas joueur. Guanjil lui demanda pourquoi il refusait avec autant de véhémence. Juak répondit qu'il détestait attirer l'attention. S'il attirait l'attention, cela deviendrait un fardeau. Et si c'était un fardeau, cela deviendrait stressant et pèserait sur son cœur. Ils réalisèrent alors qu'il était un introverti extrême. De plus, même si grimper la tour était amusant, il n'en était qu'aux 11 étages et l'avenir était bien trop incertain. Guanjil comprit qu'il valait mieux reculer pour le moment. Il accepta donc de procéder avec un contrat général. Juak savait que si d'autres voyaient cela, il serait frustré et demanderait pourquoi il ne signerait pas simplement le contrat d'élite avec désinvolture pour grimper tout en recevant des avantages. Mais un contrat d'élite s'accompagnait de responsabilités équivalentes à ce qu'il offrait. Même si le joueur voulait arrêter de nettoyer des étages, il ne le pourrait pas, car cette équipe était exclusivement destinée à l'ascension des étages supérieurs non explorés.
Et il ne voulait pas d'un tel fardeau. Tant qu'il pouvait gagner sa vie plus confortablement qu'avant, cela lui suffisait. Au bureau de gestion des éveillés de Anandon, le directeur Park reçut des informations différentes du rapport intermédiaire. C'était Guangil qui lui avait dit que Juak était un joueur timide, sans volonté de grimper. Le directeur demanda si une telle personne pouvait vraiment être un détenteur de rang S+. Guangil répondit « Oui ». Le directeur ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Il admit que la personnalité même de Juak était particulière. Il le décrivit comme timide à un degré extrêmement rare. Le directeur Park demanda s'il n'avait pas confondu de personne, mais Mina répondit que c'était impossible. Le timing correspondait trop parfaitement. Le directeur insista alors sur le fait que la timidité n'avait aucune importance face à un talent exceptionnel. Il voulait qu'il le traîne dans l'équipe d'élite, quoi qu'il arrive. Guangil accepta la mission et la prit très au sérieux. Pendant ce temps, Juak fulminait, car il avait déjà dit non. Il réprimandait John. Il faisait semblant d'être en colère, mais cela l'épuisait. Il l'avertit que s'il faisait cela encore une fois, il n'y aurait aucune clémence. Ils entrèrent aux 12 étages de la tour noire de Corée. La mission consistait à vaincre 20 belettes à lance de glace enneigées dans un délai de 3 heures. Juak invoqua John et lui rappela d'être absolument lent. En voyant John répondre avec entrain, il espéra pouvoir lui faire confiance cette fois-ci. S'il nettoyait normalement à partir de maintenant, il savait que le bureau de gestion finirait par perdre tout intérêt pour lui. Mais l'endroit était glacé. Il s'était préparé, mais il faisait encore plus froid qu'il ne l'avait imaginé. Il essaya d'endurer, mais John remarqua son teint. Inquiet, John lui demanda s'il allait bien. Juak répondit que c'était supportable. Aussitôt, John promit de finir aussi vite que possible et de l'escorter jusqu'à une pièce chaude. Juak était sur le point de dire qu'il allait bien et qu'il fallait y aller lentement, mais John avait déjà foncé. John déclara que s'il ne faisait pas attention, Juak attraperait un rhume, et qu'un rhume était une maladie incurable. Il jugea donc que sa vie était en danger. Avec cela en tête, il tua les monstres les uns après les autres, aussi rapidement et efficacement que possible.